Bienvenue dans Multivers le podcast. Dans cet épisode, nous voyageons direction la galaxie Hanma Manga, où nous explorerons sa passion autour du manga. Nous apprendrons à mieux le connaître, quelles sont ses motivations, ses inspirations et méthodes de travail. Je vous laisse en compagnie du pilote Buzz. Bon voyage les Cosmogeeks. Bienvenue dans Multivers le podcast. Aujourd'hui, j'accueille un invité un peu spécial car si vous écoutez régulièrement le podcast, vous l'avez déjà entendu. Bonjour Hanma Manga. Bonjour. Hanma Manga, tu tiens depuis janvier un compte Instagram où tu parles de manga. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais exactement ? Non, j'ai pas envie. Non, plus sérieusement. Effectivement, depuis le mois de janvier, j'ai ouvert un compte Insta pour parler de manga avec un souci un peu qui est celui d'en faire des critiques, des tests. Je veux pouvoir critiquer, mais j'appelle ça soit des critiques, soit des analyses. L'idée, c'est de dépassionner un petit peu les débats, de sortir d'un ressenti purement personnel pour être capable de pointer ce qui fait les qualités et les défauts des œuvres qui sont éditées en France. Est-ce que tu rédiges uniquement des critiques ? Presque. En fait, je me suis concentré sur un certain nombre de rubriques qui sont peut-être amenées à évoluer avec le temps, mais pour l'instant, je fais soit la critique d'une œuvre complète, terminée, publiée intégralement en France, ou alors la critique du premier tome d'une nouvelle série, ou alors la critique d'une série très courte, un one-shot ou un diptyque, quelque chose dans ce genre-là, ou encore, j'en ai fait qu'un, c'est ce que j'appelle le reload, c'est-à-dire je prends une série qui est en cours, quand on va arriver peut-être à la moitié, ou en tout cas que suffisamment de tomes sont sortis et que les délais de parution sont un peu éloignés d'un tome à l'autre, pour que les éventuels lecteurs qui pourraient être intéressés mais se posent la question, sachent à quoi s'en tenir à un moment T. Et puis, mais tu le sais très bien d'ailleurs, je fais des interviews. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, il y a eu une traductrice, une jeune traductrice qui a fait un travail formidable sur le manga Demon Star qui a été édité par Maurice Lafon, puis une jeune autrice qu'on a faite ensemble, Tipiu, qui a réalisé Les Héritiers d'Agion, et puis d'autres à venir. Tease. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir un compte comme celui-là ? Alors, je m'intéresse beaucoup à la presse, et j'ai constaté que la presse spécialisée manga était quasiment inexistante. Il y a Animeland, et surtout dans leur nouvelle formule, qui fait un super travail. Mais en dehors de ça, le travail des éditeurs, et notamment le travail de la communication des éditeurs, est d'une efficacité redoutable, au point que bien des gens se contentent d'en faire le relais. Donc, on va avoir des gens qui vont recevoir des mangas, des kits presse, et qui vont en dire tout le bien qu'ils en pensent. Néanmoins, il y a un besoin. Moi, j'ai grandi avec les magazines de jeux vidéo. Quand j'étais au collège, je lisais Console Plus, je lisais Joypad. Après, c'est devenu Gaming. Après, je me suis abonné à Gamecult tout juste quelques mois après la fondation du site internet. Et donc jusqu'à il y a peu. Et sur chacun de ces magazines ou de ces sites internet, il y avait une vraie rédaction avec des journalistes, avec des rédacteurs. Et leur boulot, ils y étaient très attachés, contenait une éthique professionnelle qui consiste à ne pas, justement, se faire le relais de la communication officielle des éditeurs, en l'occurrence de jeux vidéo. Et en parcourant un petit peu ce que je connaissais des comptes qui parlaient manga sur Internet, j'avais un petit peu de mal à m'y retrouver. Donc je me suis dit, écoute, peut-être que la meilleure façon de trouver le contenu que tu recherches, c'est de le créer toi-même. Ton parcours personnel t'a-t-il orienté dans ce choix ? Carrément. En fait, j'ai fait des études de droit, mais ça m'a servi à rien, et puis ensuite de sciences politiques et de journalisme. J'avais eu l'ambition d'être journaliste. Puis après, j'ai eu aussi l'ambition de manger à ma faim, donc en fait, j'ai choisi de me réorienter. Néanmoins, j'ai également grandi avec une certaine vision du journalisme, avec des gens... j'ai eu comme professeur les gens qui ont fondé Mediapart, par exemple. Donc, cette vision du journalisme qui consiste à être droit dans ses bottes. Je disais éthique tout à l'heure, mais en fait c'est vraiment ça l'idée. J'ai un truc dans la presse générale
qui m'interpelle. Souvent, on entend « Ah mais oui, mais on a donné la parole aux deux bords. » En fait, s'il y a quelqu'un qui dit « Dehors, il fait beau », et qu'il y a quelqu'un qui dit « Non, dehors, il pleut », le rôle du journaliste, c'est pas de dire oh ben c'est entre les deux. Non, le rôle du journaliste, c'est d'ouvrir la fenêtre et de voir s'il fait beau ou s'il pleut. Et en fait, voilà, moi j'ai grandi avec ça. Et ça me plaît de pouvoir le mettre dans le manga. C'est-à-dire, si un manga il est bon, il est bon. Mais en même temps, si un manga il est pas bon, l'éditeur il va pas nous dire qu'il est pas bon. Il a investi de l'argent dedans, il a besoin de forcément gagner du pognon dessus. Et quand il va le vendre, il va dire qu'il est bon. Sauf que quand on a environ entre 2500 et 3000 sorties de mangas annuelles, c'est mathématique, tout ne peut pas se valoir. Et donc, mon objectif, c'est d'aider le lecteur à faire son choix. Donc le lecteur qui est aussi le client, celui qui paye, tout simplement. D'accord, ok. Donc ton positionnement est quand même particulier. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Oui. En fait, en prenant tout ce que j'ai un peu expliqué, c'est-à-dire le journalisme, j'ai décidé que ce que je voulais défendre, c'était l'intérêt du lecteur. On peut l'appeler client ou consommateur, mais tout ce que je fais s'adresse au lecteur. En principe, quand on fait du journalisme, on est payé pour ça. Moi, je le fais gratuitement, et puis j'ai pas tout à fait la même légitimité, bien entendu. Néanmoins, mon objectif, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un lecteur lambda, qui a un portefeuille limité, et qui se rend chez son libraire ou sur son site internet pour passer sa commande, se retrouve devant toutes les parutions, qu'elles soient récentes ou vieilles. Les catalogues des éditeurs peuvent remonter à quelques années, voire à quelques dizaines d'années. Comment il choisit ? Mon objectif, c'est de l'aider. Alors ce qui est bien, c'est que depuis que je fais ce compte-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes qui font des comptes manga. En fait, moi, quand je suis arrivé, je te disais tout à l'heure, je connaissais ce que je connaissais, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Et en fait, j'ai découvert que des tas de gens faisaient un travail sur les mangas. Et chacun avec sa sensibilité. J'ai rencontré des gens géniaux que je suis sur Instagram, avec qui je discute régulièrement. Pour certains qui ont une maîtrise de l'outil et de la mise en page phénoménale, d'autres qui ont une approche très très originale et qui proposent des choses pointues sur, je ne veux pas les citer, mais sur le manga taïwanais, il se reconnaîtra, ou sur le shoujo, un type qui ne lit que des scans en anglais. Il y a des choses très 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 belles que j'ai trouvées et qui m'enrichissent et qui me permettent en plus de me nourrir encore plus derrière et de renforcer cette conviction, donc, qui est de dire, je m'adresse au lecteur et uniquement au lecteur. L'éditeur, s'il est content de ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé que le manga qu'il édite est une perle, comme Korekai Teshine qui vient de sortir, par exemple, tant mieux. Et s'il n'est pas content parce que j'ai dit que son manga il était carrément pas à la hauteur de son plan marketing, tant pis. Moi, ce qui m'importe, c'est que le lecteur se fasse pas avoir, tout simplement. Anma Manga, A-N-M-A-M-A-N-G-A. Pourquoi ce pseudo ? Tu vas rire. En fait, j'ai un pseudo qui n'est pas celui-là, que j'utilise depuis que j'ai 14-15 ans, ou un peu plus, qui est lié à Silent Hill, le jeu vidéo de Konami, qui est sorti, je crois, entre 98 et 2000. Pour les mangas, je suis reparti d'un principe qu'utilisaient les agences de com à l'époque des annuaires. Donc ça date un petit peu, tout le monde ne sait pas ce qu'est un annuaire. Mais en gros, à l'époque, les agences de communication, elles choisissaient souvent des noms qui commencent par A, parce que elles étaient les premières dans l'annuaire. Et moi, le manga, c'est japonais. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un nom avec un mot japonais. J'ai tapé sur Google, ou sur mon moteur de recherche, pas Google d'ailleurs, DuckDuckGo, qui est plus respectueux de la vie privée. J'ai tapé... mot japonais, un truc comme ça, et à la lettre A, j'ai regardé ce qu'il y avait. Anma, j'ai lu que ça voulait dire massage, je me suis dit, c'est rigolo. Et voilà, Anma Manga est né. Il faut de nombreuses compétences pour faire ce genre de poste. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile et le plus facile ? Je vais commencer par le plus difficile. Le plus difficile, c'est la mise en page. En fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre le corps de ce que je veux faire passer dans les images. Certains font le choix inverse, ils mettent des photos, et c'est dans la légende du post qu'ils écrivent le contenu intéressant. Moi, dans la légende, je me raconte des anecdotes, je fais de la périphrase, je donne quelques petites informations pratiques sur les tarifs, les dates de parution, etc., les années. Donc, pour que le contenu dans le post soit agréable à lire, j'utilise mon savoir théorique de la presse
Et je me suis lancé il y a peu dans un outil de mise en page, quoi. J'utilise la suite Affinity, après être passé par Procreate. C'est très difficile parce que jusqu'à janvier 2024, j'avais jamais touché un outil de mise en page et de retouche. Et donc c'est vraiment très très difficile, et en même temps c'est très intéressant. Sur le net et sur YouTube, on trouve tout un tas de tutos pour apprendre à faire de nouvelles choses, et j'ai l'impression de progresser de poste en poste. Je confirme. Le plus facile, c'est gentil. Le plus facile pour moi, du coup, comme j'ai une formation de journaliste, et que j'aime ça écrire, et que dans mon expérience professionnelle, j'ai aussi été amené à écrire beaucoup, en fait c'est écrire. J'arrive à plus facilement, disons, coucher mes idées, et j'ai aussi ce réflexe quand je lis un manga, page par page, presque bulle par bulle, je suis capable d'avoir des réactions. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, ça c'est joli, ça c'est extrêmement dynamique, ce personnage-là il est très mal travaillé, ça c'est hors de propos, ça c'est puissant, ça c'est profond, ça c'est une vraie réflexion qui est apportée, etc., etc. Ce sont des choses qui me viennent naturellement. Alors je peux prendre des notes, ou tout simplement m'en souvenir à la fin de ma lecture. Ça m'est un peu plus facile. En tout cas, beaucoup plus facile que de mettre en page. Est-ce que tu es fan de manga depuis longtemps ? Le premier souvenir, moi j'ai commencé à regarder la télé quand j'étais gamin. Mes parents ils m'ont laissé regarder la télé assez tôt, donc je pense qu'à 3 ans, je commençais déjà à regarder soit Récréa 2, soit le Club Dorothée sur TF1, ça dépend quelle année, je sais plus exactement. Années 80 ? En 86, 87, j'étais devant la téloche. Moi je regardais Ken le Survivant. Ouais. À 3 ans ? 3-4 ans, ouais. Tu tues pas des jeunes à la rue ? Plus, j'ai arrêté. J'ai le premier épisode de Dragon Ball que j'ai vu, dans mes souvenirs, c'est Sangoku qui escalade la tour Karine. D'accord. Donc on est quand même au début de Dragon Ball. Tout à fait. Et c'était la première diffusion. Et donc j'ai regardé tout ce qui sortait à l'époque. Il devait y avoir Candy, il devait y avoir Albator, même si j'ai peu vu Albator. Il y avait Capitaine Flamme que j'ai beaucoup regardé. Et puis évidemment Olive et Tom qui est arrivé dans la foulée. Chevalier Zodiac. Les Chevaliers Zodiac à fond. Et un petit peu plus tard, Ranma 1,5, puis Princesse Saphir, même si je regardais un petit peu moins. Il y avait Lamu. Lamu, J'aime. Il y a eu Juliette, But pour Rudy, Juliette, je t'aime. J'aimais moins les trucs qui étaient... En fait, j'aimais déjà les trucs d'action, en fait, quand j'étais gosse. Donc j'en ai mangé, quoi. C'était Moi, la télé, les écrans, c'était ma passion. Mes parents arrêtaient pas de dire « Tu fais que regarder des écrans ?» Ouais, carrément. Donc j'ai plongé dans l'univers japonais à cette période-là, et c'est à peu près vers 10-12 ans que j'ai pu mettre la main sur les premiers mangas, donc c'était évidemment du Dragon Ball, ça m'a énormément plu. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre Yu Yu Hakusho, une des premières séries éditées par Kana. En fait, quand j'étais adolescent, il y avait Internet n'existait pas, on est vieux, et on pouvait recevoir à la maison un truc qui s'appelait le catalogue de la boutique Toon. Donc tous les 3 mois, on recevait un petit catalogue qui comprenait tout un tas de sorties manga et animés. Et donc j'ai commencé à fantasmer sur la série Yu Yu Hakusho, j'avais vu Sazan Eyes, tout un tas de choses que je voyais en miniature et dont je connaissais les résumés absolument par cœur. Donc le jour où, dans la grande surface où ma mère allait, je suis tombé sur le premier tome de Yu Yu Hakusho qui venait de sortir, t'as sauté dessus. J'ai sauté dessus. Et donc j'ai acheté les 19 tomes le jour ou la semaine de leur sortie. Et je les ai toujours. Et après ça, peu de temps après, j'ai aussi découvert Akira. Donc on est passé sur quelque chose d'autre. C'est une passion qui m'a suivi longtemps. J'ai fait une petite pause au milieu des années 2000 et j'ai repris il y a quelques années. C'est assez récurrent, ça, les pauses dans les passions comme ça. Dans les jeux vidéo aussi, souvent, on a ce genre d'événements qui se passent. Mais moi, ce qui s'est passé, notamment, c'est que financièrement, je suivais pas mal de séries. C'était difficile. Et puis, les mangas, ils sortent pas toujours de manière régulière. Donc en fait, quand ton manga, il sort pas, tu finis par l'oublier, et tu passes à autre chose. Donc tu finis telle série, t'es très content, tu finis telle autre, t'es content, puis celle qui est un peu en stand-by, tu la zappes, et puis 5 ans plus tard, t'y penses plus, et 15 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, quand tu reviens dessus, tu t'aperçois que plus personne ne peut terminer cette série, à moins de débourser 500 balles pour se la procurer en intégrale. Donc tu brades et tu revends. C'était plutôt... Alors, je ne connais pas Yu Yu Hakusho, l'édition que tu as eue, mais souvent c'était maltraité, c'est-à-dire on était dans le sens européen. Pas celle-là. Kana a commencé à diffuser directement en sens de lecture originale. On avait J'ai lu, qui n'était pas des... Alors, c'est assez culte aujourd'hui, mais c'était pas terrible. J'avais lu, j'ai quelques tomes de Fly à l'époque, c'était pas la quête de Dai, c'était Fly. Il y avait aussi City Hunter, j'avais chopé le premier tome, et Jojo. Oui, tout à fait. J'ai lu à diffuser la première partie de Jojo. Et donc c'est vrai, c'était maltraité quand même à l'époque. C'était avec un papier qui salissait les doigts, qui était de très très mauvaise qualité, c'est assez terrible. Qu'est-ce que tu recherches dans tes lectures ? On va parler autant de littérature que de manga. Qu'est-ce que je recherche ? Je recherche quelque chose qui n'est pas la facilité, on va dire. J'aime apprendre des choses,
mais, attention, sans avoir l'air d'apprendre des choses. C'est-à-dire que si c'est pour m'expliquer des recettes de cuisine ou ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. J'aime apprendre des choses quand c'est bien amené. J'aime ressentir des émotions. Et j'aime surtout qu'une histoire développe une vision du monde. Une vision propre à un auteur. C'est-à-dire un peu la conception américaine de ce qu'est raconter une histoire. Si c'est juste une histoire, on va dire, ah bah tiens, il fait ci, puis il fait ça, puis il y a des combats, et puis, oh là là, c'est un peu triste là, ou c'est un peu joyeux là, bof. Par contre, si au cours de ma lecture, je vibre, parce que le type, il va aborder des thématiques, et il va les traiter d'une telle manière que moi, j'y avais pas pensé, il va porter un regard sur une situation spécifique, où il va insuffler un souffle, ben voilà, moi c'est ça que je veux. Je veux quelque chose qui me marque. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer les histoires tristes ou qui finissent mal aux histoires joyeuses, parce qu'évidemment, on se souvient davantage de la fin, puisque c'est la dernière chose qu'on a lue, que du début. Mais j'aime être marqué longtemps. Quel regard portes-tu sur le nombre conséquent de parutions manga annuelles ? J'aime pas. Non, je vais détailler un petit peu. Je le déplore. Parce que des grandes œuvres, des œuvres extraordinaires qui devraient tomber entre toutes les mains, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Des très bonnes œuvres, mécaniquement, c'est comme sur une forme de pyramide. Ce qui est tout en haut, c'est génial, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est un peu moins bien, il y en a un peu plus. Et moins c'est bien, plus il y en a. Et donc, sauf que cette pyramide, elle est un peu incurvée, on va dire. C'est-à-dire que plus on descend en qualité, plus il y en a. Évidemment, je comprends, les éditeurs aujourd'hui, ils ont besoin de faire du chiffre. Et ils ont d'autant plus besoin de faire du chiffre qu'après les années de Covid, où ils ont vendu énormément et où il y a eu des succès retentissants, ils se retrouvent coincés par les actionnaires pour les gros éditeurs, ils ont encore plus besoin de vendre. Donc ils publient et ils éditent absolument tout et n'importe quoi. Et on se retrouve avec des mangas, et d'une part de plus en plus chers, et d'autre part, pas forcément très intéressants, quoi. Et donc je préférerais, moi j'aime un éditeur qui va faire un véritable choix, qui ne va pas démultiplier ses parutions, qui va, à la limite, rester constant, même si, fatalement, avec de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de parutions. C'est pour ça que des vrais journalistes, qui feraient un vrai travail critique sur les parutions, sans hésiter à déglinguer les parutions qui sont absolument nulles, eh ben, c'est super nécessaire. Et après aussi, il faut quand même souligner le travail de certains éditeurs, qui eux ne choisissent pas la quantité, mais la qualité. Carrément. On a une interview qui va paraître, on vous laisse découvrir ce que c'est, où on a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Parmi tous les mangas que tu as lus, quels sont tes mangas de cœur ? Est-ce que tu as un top ? Alors j'ai pas de top, parce que je trouve que les tops, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que tu peux pas mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Et puis surtout parce qu'un manga qui va te parler à une période, qui va énormément compter pour toi, pour le développement de la personne que tu es aujourd'hui, peut ne pas du tout avoir le même impact si tu le lis 20 ans plus tard, par exemple. Donc ça n'a pas de sens. Mais par contre, j'ai effectivement des mangas qui m'ont accompagné longtemps. Yu Yu Hakusho en fait partie. Je peux citer Dragon Ball, même si j'ai pris du recul par rapport à cette série, c'est quand même un univers qui m'a accompagné pendant longtemps, et surtout mon adolescence. Mais si je devais en citer, deux, je vais évidemment citer Akira. Oui. Akira est une œuvre pour moi magistrale, de bout en bout, qui, malgré son âge, continue d'être en avance sur son temps, ne vieillit pas, ni dans le dessin, ni dans les personnages, ni dans l'univers, qui arrive à passer les évolutions des mœurs, tout en restant à la fois d'actualité et passionnante. Et aujourd'hui, j'ai tendance à m'agacer quand je vois, ou que je lis, ou que j'entends des gens qui disent « Non mais moi Akira je connais pas » ou « Ça m'intéresse pas » ou « J'ai lu, c'est bof ». C'est patrimonial, c'est un peu comme si on disait Tezuka c'est pas très bien dessiné. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, et surtout c'est plutôt la marque qui manque quelque chose, en fait. C'est trop facile. Et je vais citer une autre œuvre qui est beaucoup plus confidentielle, qui s'appelle Isle. En fait, c'est une œuvre que Glénat, d'abord, a éditée. Ils ont édité les 8 premiers tomes, et ils se sont arrêtés. Ils ont interrompu la diffusion de la série. Moi, j'avais réussi à obtenir seulement les 7 premiers. Et quelques années plus tard, Tsuki Poche, qui, à partir de peu de temps, est devenu Tonkam, ou a été repris par Tonkam, a réédité Isle. Et ils ont fait les choses bien, parce qu'ils ont réédité à partir du tome 1 et du tome 9 en même temps, pour que les gens qui avaient lu les 8 premiers puissent continuer. La différence, c'est que Glénat l'avait édité dans un sens de lecture occidentale,
quand Tonkam l'a repris dans le sens de lecture original avec la maquette originale, jaquette et tout. C'était superbe. Donc moi, qui avais lu que les 7 premiers, cette fois, pour être sûr de rien rater, j'ai acheté le 1 et le 9, le 2, le 3 et le 10, etc. etc. Arrivé au bout, la série compte 14 tomes, j'ai refusé de lire le 14e tome. Je n'ai lu que les 13 premiers. Je les ai laissés de côté. Et c'est en 2021 que j'ai relu la série et que je suis allé au bout. Donc c'est une histoire qui m'a suivi de mes 16 ans à mes 38 ou 39 ans. Je vous dirai pas dans quel état j'ai terminé à la lecture du dernier tome. C'est un manga qui n'est pas du tout mis en avant. Moi, je ne le connaissais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et c'est vrai que c'est une claque quand même. C'est un manga. Alors, effectivement, peut-être ça parle beaucoup aux adolescents aussi. Bon, un peu comme tous les... Alors, je mets des gros guillemets shonen, pas classifier ça comme ça. Mais on est vraiment dans... Tu veux expliquer un petit peu, peut-être, pour donner envie. Ça raconte l'histoire de 2 lycéens qui se retrouvent autour de leur passion du basket. Alors, je ne suis pas un grand fan de manga sportif, mais c'est pas tellement un manga sportif, c'est un manga sur la construction de l'identité des jeunes, savoir qui on est, savoir qui on veut devenir. Et c'est empreint d'une émotion qui me terrasse à chaque fois que je la rencontre, c'est la mélancolie. Et en fait, ça en est plein tout le long du manga. Et en plus, c'est un manga qui a un dessin qui est très beau. Donc c'est un manga de Hiroyuki Asada, qui par la suite a fait Isle, que Kana a édité, qui est en 20 tomes et qui était aussi une très très jolie série, très différente, même avec un style de dessin différent. Petit erratum, ici Anma Manga voulait parler de l'œuvre Letterby et pas Isle. Mais dans laquelle on retrouve aussi cette émotion. Et donc, on suit les pérégrinations de ces 2 personnages, Itonari Ragi et Akane Tachibana. Le second est une grande gueule, bagarreur, et l'autre est un prodige, fils de prodige, petit frère de prodige, destiné à évidemment conquérir les terrains de basket. Sauf que ces gens-là finissent par s'entourer, et leur destin contrarié se heurte, se fracasse, se retourne, s'entraide. On vibre au fur et à mesure en fait de l'évolution de qui ils sont jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Lisez-le. C'est un manga sportif quand même, il y a des moments mais épiques, vraiment des scènes incroyables dans ce manga. Et d'ailleurs, je me plais à trouver dans Dorohedoro un tout petit hommage à Akane Tachibana, en fait, qui est un mec qui, lorsqu'il marque un panier, a un bruit particulier, il crie « Hacho ». Alors c'est absolument ridicule. Néanmoins, si vous lisez Dorohedoro, vous risquez de voir un des personnages qui répète ce son. Quel est le manga que tu lis très régulièrement ? Aucun. En fait, non, je mens. Il y a tellement de mangas qui sortent que j'ai pas le temps de relire les choses. En général, on en a un quand même. Disons qu'on que... aime bien, alors peut-être à 2-3 années d'intervalle, mais on y revient. C'est comme la littérature. Un jour, on m'a demandé quel est ton livre de chevet. Oui. Je dis, mais comment tu veux que je lise plusieurs fois le même livre ? T'as vu tout ce qu'il y a à lire ? C'est un truc de fou. Mais je pense que je citerai Akira. Oui. Je pense que je citerai Akira parce que Akira, d'abord, il est sorti en version couleur en France, sens de lecture occidentale, avec les pages américaines, avec les cases, les bulles américaines, qui avaient les onomatopées contournées américaines, donc ça fait un peu bizarre quand on voit en français, mais on peut deviner ce qu'il y avait dessous. Et puis Glénat a fini par les ressortir en 6 tomes originaux. Donc oui, me pose pas la question, j'ai les 2 versions. Et je pense que si je dois relire une série, c'est Akira, parce que c'est une série tellement extraordinaire, parce que les tomes sont toujours magnifiques, parce que tu vas la lire. Il y a des tomes qui se lisent rapidement, il y a des tomes qui contiennent peu de texte, mais en fait, ça t'emporte toujours de la même façon, et jusqu'au bout, quoi. Et c'est toujours parfait. En fait, Akira, c'est parfait. Un chef-d'œuvre. Quelqu'un qui dit être amateur de manga qui n'a pas lu Akira... Je lui souhaite de ne pas avoir lu Akira, parce qu'il va pouvoir le découvrir. Par contre, quelqu'un qui dit « je ne veux pas lire Akira », bon, c'est dommage, quoi. Mais il rate un chef-d'œuvre de quelque chose qui le passionne. C'est complètement dommage. Tu cites des mangas qui sont plutôt rétro. Est-ce que tu es du genre « c'était mieux avant » ? Non. Effectivement, les mangas qui ont participé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, au moins en partie, forcément, ils occupent une place incontournable, et je les ai lus quand j'étais plus jeune. Néanmoins, je suis toujours très très enthousiaste à ce qui peut se faire. Et je continue de découvrir des choses, de découvrir des auteurs. Je suis très enthousiaste donc par le travail fait sur Korekai Teshine, dont j'ai très hâte de lire la suite. J'ai été enchanté, c'est pas parce que ça vient de sortir, c'est parce que vraiment j'ai lu quelque chose que je n'avais pas lu depuis longtemps. Mais il y a des choses qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Il y a un auteur qui ne cesse de progresser,
C'est Shinji Mito qui en est à la 3e ou 4e série traduite en France. Et il a un dessin exceptionnel. Il y a Tetsuya Tsutsui qui a un travail phénoménal, que Kiun édite depuis 20 ou 25 ans, et qui continue de faire des choses géniales. Moi, j'ai très hâte de pouvoir lire de nouvelles choses. Il y a encore des choses à écrire, il y a encore des tas de choses. Je pense que ça peut être lié à la maturité du média. Et je crois que le manga n'a pas atteint son apogée. Donc, même si j'adore, et je trouve les histoires de Tezuka d'une profondeur insoupçonnée, ou celle d'Otomo, et évidemment, il y a encore des très très belles choses à lire. Bon, on peut se faire cette réflexion-là aussi. Quand on lit des mangas jeunes, adolescents, etc., ils sont souvent plus marquants. Forcément, c'est avec aussi des mangas qui sont de son temps. C'est-à-dire que nous, on a connu les premières vagues, entre guillemets. Alors, je dis première vague, et Tezuka, c'était bien avant nous, mais les vagues qui sont arrivées en Europe, Dragon Ball, etc., qui étaient en plus des mangas assez puissants quand même en termes de shonen, ils sont toujours Yu Yu Hakusho, comme tu disais. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le même regard, en étant adulte, âgé, mais on a un aspect peut-être plus critique. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que quand on est gamin, on a moins de bagages, on est plus influençable, on est plus émotif. Quand on est jeune, on a même l'émotion qui est plus forte que l'intelligence. Et on apprend. Donc, on se nourrit. Oui. Et puis, après, on a un peu plus de recul, on a un peu plus de bagages, on peut être un peu plus critique, surtout si on est attentif. Donc, on a plus d'éléments de comparaison. C'est-à-dire que quand tu n'as aucun élément de comparaison, le premier manga que tu lis, c'est le meilleur. Fatalement, tu n'en as lu qu'un. Et puis quand tu en as lu 10, tu en as 9 derrière toi avec lesquels tu peux comparer. Et quand tu en as lu 100, quand tu en as lu 1000, quand tu en as lu 10 000, forcément, ton regard s'aiguise. Et donc peut-être, il est plus difficile d'être emporté à la même fréquence. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être. Quelles sont dans les sorties récentes les mangas ou les auteurs qui te paraissent sortir du lot? J'ai évoqué un peu donc, Tsutsui, même s'il n'est pas tout neuf. Toyoda pour Korekai Teshine, Shinji Mito qui fait un travail assez dingue. Qu'est-ce que j'ai aimé dans mes sorties récentes? J'ai beaucoup aimé Boss ou Crève que Naban a édité récemment, alors qui a un travail sur le dessin assez fou, un concept politique impressionnant au départ, et puis les évolutions rendent ce manga imparfait mais plutôt attachant. Dans les auteurs récents, donc il y a eu la parution de Nine Peaks de Tetsuhiro Hirakawa, et le premier tome est assez génial. Exactement. Il y a Sumiko Arai qui a publié She Wasn't a Guy avec un dispositif un peu particulier parce qu'elle vient de Twitter, c'est assez cool aussi. Enfin, quand je dis cool, c'est même un euphémisme. Et puis, en France, on a Tipiu, dont on a fait l'interview, qui a sorti Les Héritiers d'Agion, c'est assez génial. J'ai aussi une affection particulière, ça reste récent, c'est pas parfait, loin de là. Mais moi, j'ai un kink avec les retours dans le temps, donc à partir du moment où il y a des gens qui reviennent dans le passé, je suis conquis. Et donc, on a évidemment Tokyo Revengers de Ken Wakui, et on a aussi un autre truc qui est sorti récemment en 2 tomes, c'était chez Kazé. Et chez Kazé, ils ont sorti au moment de la bascule Kazé Crunchy, ça s'appelle Ghostwriter Time Paradox. C'est en 2 tomes parce que ça n'a pas marché plus loin. Mais voilà, tout dans le concept, déjà dans le titre, explique que je vais être fan. Voilà. Si vous voulez me vendre un manga, faites retourner les personnages dans le temps et c'est bon. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Est-ce le dessin, l'histoire, un équilibre? C'est très compliqué de répondre à cette question. On va être attiré par un dessin. Moi, ce qui m'importe, c'est la narration. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la narration. De toute façon, je suis fan de narration. J'adore ça, les histoires, les rebondissements, la construction scénaristique, la construction des personnages. Donc je pourrais te dire, l'histoire, elle prend le pas. Mais en même temps, si le dessin, il est dégueulasse, peut-être je vais même pas regarder un manga et passer à côté de quelque chose. Ça t'est déjà arrivé? Je saurais pas dire. Par contre, t'as vraiment peiné à aller jusqu'au bout du manga? À cause du dessin. En fait, souvent, on peut se contenter de l'un. Quand l'un est bon, l'autre peut aider. Enfin, l'autre peut être un peu moins bon, c'est pas grave. Là où ça commence à être compliqué, c'est quand l'histoire traîne et que le dessin n'est pas à la hauteur. On trouve ça parfois dans les mangas hyper trash, volontairement trash, en fait, qui n'apportent que de la torture, du sadomasochisme, des trucs avec des perversions sexuelles, etc. Souvent, c'est mal écrit et en plus, c'est mal dessiné. Oui. Du coup, mis de côté. C'est ça. On perd pas de temps. Tes critiques sont là aussi pour justement pas faire perdre de temps. Je le faisais souvent en commentaire. Il y a un manga que tu n'as pas aimé et on est à peu près d'accord avec ton avis. On se dit, on évite de perdre du temps, de l'argent aussi. Et au moins, on laisse ça de côté avec le nombre de licences qui est là, autant pas perdre de temps. C'est l'objectif, toujours. On en revient, le lecteur. Si tu lis ce que j'ai écrit en 5 minutes,
tu peux t'économiser une dépense et 1 heure de temps pour un manga qui en vaut pas le coup. Tout bénef. Abonne-toi. Sur ta page, il y a beaucoup de mangas différents. Comment est-ce que tu organises tout ça et comment tu choisis les œuvres dont tu parles? Elle est bonne cette question, j'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Alors, je suis assez éclectique parce que je désapprouve l'approche par cible éditoriale. Oui. C'est-à-dire, manga pour garçons, manga pour filles, je trouve ça idiot. Moi j'ai une fille et je lui apprends que les garçons peuvent porter du rose, que les filles ont le droit de se battre, ou de jouer au foot, ou de jouer aux voitures, et qu'une fille ou un garçon peut tout faire en fait. Il n'est pas limité par son genre, enfin son sexe, peu importe. Donc je considère qu'on peut trouver des mangas dans toutes les cibles éditoriales. Après, évidemment, il y a des mangas pour les grands, des mangas pour les plus jeunes. J'ai tendance à apprécier davantage les mangas pour adultes parce que je vais les trouver plus profonds, parce que je vais y retrouver les émotions et les lectures politiques, philosophiques, sociologiques qui m'interpellent moi et qu'on retrouve un peu moins dans les mangas pour adolescents ou pour enfants, ce qui est normal. Par contre, comment je parle des mangas, il faut déjà que j'ai quelque chose à en dire. Il faut que j'ai la sensation que tout le monde n'en a pas déjà tout dit, sinon ça sert à rien. Il faut que j'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Et puis, on l'évoquait un peu plus tôt, la majorité n'a pas toujours raison. C'est-à-dire que un fort plan marketing peut emporter un engouement collectif global. Mais on peut quand même avoir une œuvre qui ne sera pas très bonne. Mon objectif, le lecteur, c'est qu'il ne puisse pas être en désaccord. C'est-à-dire, je peux avoir aimé une œuvre ou pas avoir aimé une œuvre, ma critique a vocation à faire le point des forces et des faiblesses de la série. Si j'ai bien fait mon travail, un lecteur de bonne foi pourra dire, oui, effectivement, il pointe cette qualité, cette qualité, cette qualité, ce défaut, ce défaut, ce défaut. Moi, ma sensibilité fait que ces défauts ne me retiennent pas et que j'adore ces qualités-là. Donc le manga, je l'adore. Mais je reconnais qu'on peut interpréter tel ou tel point de tel manga comme une faiblesse. Le lecteur de mauvaise foi n'a pas d'intérêt, on s'en fout. Voilà. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec toi aussi. C'est pas un souci. Mais bien sûr, l'interprétation que l'on fait des critères et des caractéristiques d'un manga est propre à chaque lecteur. En revanche, les caractéristiques, elles restent. Les faits, rien que les faits. Vous voyez, l'idée c'est ça. Et c'est là où on gagne aussi à maturité dans le manga, c'est-à-dire qu'on peut avoir une perception tout à fait différente de l'œuvre à travers son expérience, etc., le critiquer, en discuter, pourquoi pas, et après, en fonction des arguments, peut-être changer d'avis. Ça, voilà. Mais on se retrouve toujours autour de ce qui est tangible. L'idée, c'est ça. C'est que, en fait, l'idée n'est pas plus forte que la réalité. Par contre, la réalité peut faire changer l'idée. Combien de temps te prend une réalisation d'un post complet, et comment est-ce que cela fonctionne? En gros, chaque post, je dis toujours, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Donc, comment ça fonctionne? J'ai 2 méthodes. La première, c'est que, comme je travaille donc sur mon outil directement de mise en page, je prépare ma couverture, je vais chercher des captures d'écran sur le net pour avoir des images un peu jolies, en couleur si je peux, ou au moins bien à plat. Si vraiment j'en trouve pas, je fais des photos des mangas, mais en général, c'est un peu moins joli. Et puis, je réfléchis au fur et à mesure de ce que je veux dire. Et donc, je remplis. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est que je vais plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire, je vais me mettre sur mon logiciel de traitement de texte, et puis, je vais écrire ce que j'ai envie de dire sur le manga. Un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe, un titre, un paragraphe. Et quand j'arrive à la fin, je regarde combien de place ça fait, et je commence à faire la mise en page. Donc, en gros, je passe entre 1 et 4-5 heures sur un post. Ah oui. Ouais, c'est long quand même. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand j'ai lancé le compte, j'ai essayé d'en faire 2 par semaine. Et puis au bout de quelques mois, je me suis aperçu que c'était trop difficile. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps, surtout que je ne fais pas que ça dans la vie. J'ai une famille, un boulot, des lectures, du sport, bref. J'essaie d'en faire 1 par semaine, mais à chaque post, j'essaye de le rendre plus joli que le précédent. Tout à fait. Voilà. Jusqu'à présent, tu as fait beaucoup de critiques manga. Est-ce que c'est le seul thème que tu vas aborder? Alors en dehors des interviews, non. Parce qu'en fait, j'en ai fait très peu, décidé de parler d'objets, de beaux objets. Oui. L'objectif derrière ça, c'est d'aborder un sujet un peu pointu, un truc de niche, pour apporter une information, avoir une valeur ajoutée. J'ai fait les jaquettes collector de Solo Leveling, parce qu'à leur sortie, elles ont vraiment défrayé la chronique
par rapport au prix qu'elle coûtait, enfin entre guillemets, au prix auquel les gens la revendaient. J'ai aussi parlé des 2 premières jaquettes de Doro, parce que quand elles sont parues chez leur premier éditeur, en fait, elles avaient un petit gaufrage un peu spécial qui a été abandonné par la suite. L'idée, voilà, c'est d'avoir un truc... Au début, je me suis dit, pour pouvoir tenir la cadence des posts, je vais essayer de trouver un sujet qui sera un peu plus léger et un peu plus facile à traiter. Résultat, je me creuse tellement la tête pour trouver quelque chose et ensuite pour le traiter que ça me prend pas moins de temps. Donc, j'ai pas été amené à en faire beaucoup. Et puis, même si j'ai un gros défaut, c'est que je suis complètement incapable de résister à une jaquette collector. Je n'ai pas tellement de collector, à part des jaquettes collector. Alors oui, j'ai carrément une pochette dans laquelle je glisse mes jaquettes limitées. Pour autant, ça ne mérite pas des posts. Donc je réfléchis beaucoup avant d'en faire un. Donc j'en avais fait pareil sur le financement participatif de Dementia 21 de Shintaro Kago, parce que les paliers étaient dingues et j'ai reçu des marque-pages, des ex-libris, des posters. Ça n'en finissait plus. Donc je trouvais que c'était intéressant de parler du livre en lui-même, limité à 400 exemplaires, avec du dos, avec des dorures, avec un dos tissé, etc. Néanmoins, j'ai pas forcément toujours des idées. Et puis ensuite, j'ai dans l'idée, mais c'est pareil, ça prend énormément de temps, toujours en restant sur le manga comme objet central, d'élargir un petit peu. Alors je l'ai fait quand j'ai parlé de Fooly Cooly, puisque j'ai parlé du manga Fooly Cooly, mais en faisant référence à l'animé qui constitue l'œuvre maîtresse, on va dire. Et j'ai en projet de faire ça. Pour une autre chronique, ça sera un test, mais je vais faire un parallèle par rapport à un film. Je ne vous dis pas de quel manga il s'agit. Et j'ai aussi pour ambition, à un moment ou à un autre, si j'y arrive, d'évoquer ce que les Japonais ont fait au mi-temps des années 2010, qui était de faire un travail de lancement multimédia. C'est-à-dire, je sors un animé ou un long métrage, mais aussi je sors un roman, et je sors une série, je sors un manga. Et tout ça est plus ou moins concerté. Alors bon, ce sont des objets marketing les uns les autres, mais ça, voilà, je vais essayer d'aborder ça. Je dis pas que je vais y arriver, et je dis pas quand non plus. Pourquoi est-ce que tu aimes autant les jaquettes collector ? Parce que ça prend pas de place, mais c'est pas la seule vraie raison. Je suis un gros pigeon, mais surtout, en fait, ma collection de mangas, j'ai envie de la personnaliser. C'est une collection unique un petit peu. Et en fait, en possédant des jaquettes limitées, j'ai les mêmes mangas que les autres, mais j'ai un petit truc en plus. Ça ne sert qu'à moi, parce que je fais absolument aucune spéculation dessus, ça m'intéresse pas du tout. Quand je fais de la revente, en général, ça part extrêmement vite parce que les gens font de très bonnes affaires. Mais par contre, quand moi j'ai mes mangas, je peux dire cet homme-là, il a une jaquette limitée, tout le monde ne l'a pas. Et en fait, j'aime bien l'idée de me dire que ma collection, elle est un peu unique. Parce que j'ai des mangas, tout le monde les a, ils existent en milliers d'exemplaires. Mais par exemple, j'ai l'intégrale de Mother Sarah, parce que je l'ai acheté à l'époque. Donc en fait, elle est pas collector, parce que tout le monde pouvait avoir la même. Mais simplement, aujourd'hui, ceux qui veulent l'acheter, ils peuvent plus. Donc elle est un peu collector. Après, j'ai la jaquette j'ai les jaquettes limitées de Solo Leveling, évidemment. J'aime bien, même si c'est pas tout à fait un manga. En plus, tu te crées des histoires aussi en les cherchant, puisque quelquefois, il te faut la chercher. Il faut des efforts pour les obtenir. Là, j'en attends une. Mais par exemple, Naban édite Kojiro du clan Fuma. Je vais avoir la jaquette, l'édition spéciale qui contient la jaquette réversible, plus la jaquette édition limitée du libraire. J'ai la jaquette limitée de Nine Peaks tome 2. C'est des petits trucs. En fait, ça change rien. J'ai les 4 jaquettes collector de Elk éditées par la librairie Momi. Et en fait, ça me plaît. C'est juste, voilà. J'en fais rien parce que soit elles sont autour des mangas, soit elles sont dans une pochette. Et pour te dire à quel point je suis atteint, j'ai parfois des jaquettes pour des mangas que j'ai pas. Et j'ai même acheté des mangas avec une jaquette limitée de séries que je ne suis pas. Que tu ne suis pas, ouais. Par exemple, j'ai le tome, je crois que c'est le 8 de True Beauty, qui est un webtoon, parce qu'il y a une jaquette limitée. Je sais même pas de quoi ça parle. Elle est dans ma pochette. Je suis très content. Et je ne compte même pas la vendre. Je suis content d'avoir cette jaquette. Tu comptes le lire peut-être ? Non plus. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu lis actuellement ? Alors en manga ou... Tout ce que tu veux. Ok. Alors parce que oui, je lis beaucoup de mangas, mais j'aime aussi beaucoup lire des romans. D'accord. Donc, en manga en ce moment,
J'ai un peu ralenti le rythme là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais je suis en train de finir Full Metal Alchemist dans son édition perfecte, qui est très agréable. Je lis également Ajin, parce que mon frère m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est génial. Je sais que j'en ferai une critique derrière. C'est génial, parce qu'en gros, pour la faire très courte, Ajin, ça parle de gens qui sont immortels. Et en fait, l'auteur, il a inventé toutes les façons, toutes les réflexions qui peuvent naître dans la tête de quelqu'un qui ne peut pas mourir. Et c'est valable aussi bien sur le sens de la vie, son importance, que sur la résistance à la douleur et la façon de mourir. C'est inventif au possible et plein d'autres L'utilisation qualités. de sa mort, comment Comment on profiter meurt, de ça aussi. Exactement, c'est Ouais. exactement ça, Ouais. c'est génial. Et puis, après, il y a quelques sorties, je continue de lire à chaque tome, Solo Leveling, là, il y a le tome 2 de Nine Peaks qui m'attend, il y a, j'ai quelques commandes qui sont en cours, alors je dis commandes parce que, comme j'habite dans un patelin où il n'y a rien, je ne peux pas aller chez le libraire, alors je commande sur Internet chez des libraires. Et voilà. Et en roman, en ce moment, je lis... j'écoute des romans audio quand je suis dans la voiture, donc là, c'est Urushi, un bouquin qui vient de sortir. Je lis Le professeur de musique, qui est le livre que ma fille doit lire en ce moment à l'école. Et puis, en parallèle, je lis La nuit des prédateurs, qui est un roman tiré de la licence Blood, qui était un long métrage paru juste avant les années 2010, si je dis pas de bêtises. Et en fait, qui s'appelle donc La nuit des prédateurs, a été écrit par quelqu'un pas très connu qui s'appelle Mamoru Oshii. Et voilà, je lis ce roman-là qui est assez rigolo, j'en suis à la moitié. Et en fait, donc, on est censé parler de vampires. Et pour l'instant, en fait, il n'y a pas de vampires. Il n'y a que des gens qui discutent autour d'un morceau de viande, ou alors autour d'une table, ou alors en fumant des clopes. Et vous savez quoi ? C'est génial. Quelles sont tes habitudes de lecture ? Alors moi, elles sont multiples, parce que je peux lire aussi bien en papier que sur tablette. Et j'avoue que l'avantage de la tablette, c'est que je peux la prendre n'importe où dans sa sacoche, dans sa petite pochette. Je peux lire au bureau, mais il ne faut pas le répéter. Je peux lire dans une salle d'attente. Je peux lire en voiture quand quelqu'un d'autre que moi conduit. Je peux surtout lire au lit quand les lumières sont éteintes, parce que ma tablette, elle est rétroéclairée, évidemment. Et puis en plus, j'abîme pas les mangas. Quand je les prends en voyage, par exemple, j'en prends plein. Et puis oui, j'ai un autre défaut, c'est que je suis extrêmement maniaque. J'ai du mal à prêter mes mangas, d'ailleurs. Quand quelqu'un me demande « Ah, cette collection, tu me prêtes ?» Je suis obligé de préciser que si la personne m'abîme un tome, je suis obligé de le décapiter, lui et toute sa famille. Et en général, les gens ils disent non, mais je vais la trouver d'occasion, t'inquiète. Et puis il y a des séries que je pourrais même pas prêter. Voilà. Ah bah tiens, par exemple, une série que je suis assez satisfait d'avoir, c'est la série Soil d'Atsushi Kaneko, qui est un des auteurs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette série, elle est un peu compliquée à trouver. Elle est plus éditée, c'était Ankama qui avait édité ça. On ne sait pas où sont les droits, et personne n'a l'air disposé de toute façon à les reprendre. Donc c'est 11 tomes, et les gens parfois peuvent la vendre... les gens les mettent en vente à 300 € les 11 tomes. Alors, outre que ça m'énerve, il est hors de question que je paye ça à ce prix-là. Donc j'ai réussi à l'acquérir cette année. Je crois que c'est la série que j'ai mis le plus de temps à trouver, parce que je me suis connecté absolument tous les jours sur Le Bon Coin et Vinted pendant plus d'1 an et demi, avant de réussir à la trouver à un tarif qui correspondait à ce que j'étais prêt à mettre. Mais je l'ai eu. La patience. Et la patience, et puis surtout la pugnacité, parce qu'au final je l'ai. Bon alors il y a une jaquette qui est un tout petit peu déchirée, ça m'ennuie, c'est comme ça. Il y a les tomes qui sont assez fragiles, parce que c'est pas des éditions hyper qualitatives, donc c'est sûr que celle-là, je la prête pas. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Tu parles beaucoup de manga papier. Que penses-tu de la Japanime ? Tu parles de tout ce qui est animé ? Oui, les animés. Eh ben, j'en regarde, mais assez peu, parce que ça prend du temps. De manière générale, c'est un peu comme quand on dit qu'une adaptation est moins bonne que le matériau d'origine. C'est souvent vrai, c'est très souvent vrai. Ça l'est pas toujours. Mais quand j'ai lu un manga, je me dis que il est assez rare que je gagne à regarder l'animé. C'est pas toujours vrai. J'ai découvert par exemple Bucket List of the Dead en animé, et en fait j'ai trouvé ça tellement frais et mignon que je me suis dit que j'allais acheter les mangas. Par contre, maintenant que j'ai les mangas, je regarde plus la série. Pareil pour Oshinoko, j'ai regardé la première saison après avoir lu le manga, j'ai pas regardé la seconde. C'est pas valable pour Jujutsu Kaisen par exemple, dont j'ai aussi les mangas, mais pour lesquels je trouve que c'est une exception, l'animé est de meilleure qualité. D'accord. Et puis on a aussi d'autres choses. Si on prend Akira par exemple, mais c'est un cas très très particulier. Mais bon, globalement, je préfère lire que regarder des animés. Oui, Akira, c'est deux œuvres presque pas différentes, mais en tout cas, ce sont deux œuvres à part.
est complémentaire. Oui, en fait, pour l'anecdote, Otomo, il a réalisé Akira, le film, alors qu'il n'avait pas fini de écrire et dessiner Akira, le manga. Donc ce sont deux histoires différentes qui se déroulent. Enfin, les deux doivent être vus, parce que les deux sont mémorables, et même 40 ans, enfin c'est 80... Qui sont des chefs-d'œuvre dans leur domaine, parce qu'en qualité d'animation... Ça a super bien vieilli, on va dire. Parce que ça a, ça a au moins 35 ans, si je dis pas de bêtises. Et ça n'a pas à rougir. Akira n'a pas à rougir aujourd'hui des productions actuelles. Hein. Vraiment, il y a un niveau de qualité, de fluidité dans les animations qui est encore étonnant. Merci Ant-Man Manga. Est-ce que tu as un dernier mot ? Je voudrais juste faire un petit coucou à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer virtuellement depuis que j'ai lancé ce compte. Parce que j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens très sympas. J'ai beaucoup discuté sur Instagram parce que c'est principalement là que je suis. Et donc, que ce soit Parc Lunaire, Chapter 0, Sébastien et d'autres, je peux pas tous les citer, donc forcément, sinon je vais en oublier et ils vont pas être contents, ils auront raison et ils viendront m'insulter, ils auront raison. Néanmoins, j'ai ouvert ce compte, comme je te l'ai dit, parce que je m'y retrouvais pas. Et après avoir ouvert ce compte, j'ai commencé à m'y retrouver un petit peu. Et c'est grâce à toutes ces rencontres-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens très bienveillants qui ont accepté de m'aider à comprendre les outils, à me dire ce que je pouvais faire, à me donner des conseils, qui ont été patients et avec qui je continue aujourd'hui de prendre beaucoup de plaisir à échanger. Donc merci à eux, merci à toi pour m'avoir permis de dire autant de choses sur moi, j'ai pas trop l'habitude, même si j'en ai gardé un peu sous le coude. Et puis je vous invite à suivre, commenter, partager, à ne pas être d'accord et à venir expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Où peut-on te retrouver ? Alors, comme je disais, principalement sur Instagram, donc Anma Manga, A-N-M-A-M-A-N-G-A, en un seul mot. J'ai également le même compte sur TikTok, je publie les mêmes choses. Et j'ai un compte Twitter, un compte Blue Sky, un compte Mastodon. Et je crois que j'ai fait le tour. Et une page Facebook, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pas forcément très actif. C'est vraiment... Et sur Threads aussi, effectivement. C'est sur Instagram que se passe la majorité des choses. Merci Ant-Man Manga pour cette belle interview. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.